8 façons de garder le contrôle quand on veut vous nuire. Taux 6. Il y a des moments où garder le contrôle n'est pas un geste de froideur, mais un pur instinct de préservation. C'est comme le capitaine qui, au milieu du rugissement des vagues et du poids du vent contre les voiles, garde les mains fermes sur le gouvernail. Il sait qu'il ne contrôle pas la tempête, mais il contrôle la direction. Et, sur la mer de la vie, ce contrôle silencieux est la seule angle qui nous empêche d'être entraînés là où nous ne voulons pas aller. Sénèque disait que la force ne consiste pas à empêcher les eaux de s'agiter, mais à ne pas leur permettre de dévier notre cap. Pensez aux fois où votre sang n'a fait qu'un tour, où chaque fibre de votre corps voulait crier, où votre bouche brûlait de mots qui suppliaient d'être dits. Épictète nous rappelle que l'offense ne réside pas dans l'acte lui-même, mais dans le sens que nous choisissons de lui donner. Et dans ce choix réside le pouvoir, car il y a une immense différence entre réagir pour prouver quelque chose et répondre pour protéger son propre sang. Réagir, c'est se livrer au terrain de l'autre, c'est mener la bataille qu'il a choisie. Répondre, c'est choisir le terrain, le moment. Et même si la bataille en vaut la peine, ceux qui cherchent à nous déstabiliser veulent rarement simplement avoir raison. Ils recherchent le spectacle de notre chute. Ils veulent voir le tremblement dans nos mains, l'hésitation dans notre voix, la perte de contrôle qui devient leur trophée invisible. Et lorsque nous offrons le calme au lieu de la fureur, le silence au lieu des cris, la lucidité au lieu de l'explosion, nous leur refusons le carburant qu'ils désirent tant. C'est à cet instant que, sans même nous en rendre compte, nous devenons la pierre au milieu de la rivière. Le courant tente de nous emporter, mais c'est nous qui forçons l'eau à changer de chemin. Peut-être avez-vous déjà senti la colère monter comme un feu dans votre poitrine, brûlant l'air que vous respirez, faisant battre votre cœur comme un tambour de guerre. À cet instant, chaque cellule demande à tout brûler, détruire ce qui nous blesse, raser ce qui nous affronte. Mais le feu, aussi brûlant soit-il, ne laisse que des cendres lorsqu'il consume ce qui est précieux. C'est pourquoi le contrôle n'est pas la répression. C'est le canal qui guide la rivière pour qu'elle ne déborde pas. La muraille protège la ville, sans étouffer le vent, la main qui tient l'épée, mais ne la lève que lorsque la victoire signifie la paix et non la simple vengeance. Garder le contrôle, en fin de compte, c'est choisir d'être le commandant de son propre navire. Même lorsque tout le monde autour essaie de prendre la barre, c'est sentir la tempête frapper son visage et savoir que tant que votre cap restera ferme, aucune tempête ne pourra définir qui vous êtes. Car, comme l'a dit Sénèque, l'homme fort est invincible, non pas parce qu'il gagne toutes les batailles, mais parce qu'il ne se laisse pas vaincre par lui-même. Non, l'attaque invisible est la plus dangereuse. Le coup qui blesse le plus n'est pas toujours celui qui arrive en faisant du bruit. Souvent, il vient déguisé en rire, en commentaires innocents, en gestes presque imperceptibles. C'est la flèche qu'on ne voit pas, mais qui atteint avec précision le point le plus vulnérable. Il y a des mots qui ne se prononcent pas à voix haute, mais qui pénètrent comme des aiguilles dans la chair de l'âme. Petites ironies, regards calculés, provocations subtiles. C'est ainsi que beaucoup testent nos défenses sans que nous puissions accuser directement l'attaque. Le danger de ce type d'assaut est qu'il se nourrit de notre attention. Chaque fois que nous essayons de répondre à ces flèches invisibles, nous cédons de l'énergie, du temps et de la concentration. C'est comme essayer de lutter contre le vent à main nue. La brise peut sembler inoffensive, mais si nous nous laissons distraire par elle, nous ne voyons plus la tempête qui se forme à l'horizon. C'est à ce point que Sénèque nous met en garde. L'insulte ne vit que tant que nous lui donnons abri. Ce qui ne trouve pas de demeure disparaît dans l'air. Garder le contrôle face à l'attaque invisible ne signifie pas tout ignorer, mais reconnaître que certaines batailles sont des pièges. En essayant de gagner chaque provocation, nous nous enfermons dans un filet que nous n'avons pas tissé. Il faut se rappeler que beaucoup de ces flèches n'ont pas de pouvoir réel. Elles ne gagnent en force que lorsque nous les tenons dans nos mains. La victoire silencieuse, dans ce cas, n'est pas de réagir, mais de laisser le projectile tomber avant même de toucher la peau. Il y a une force sereine dans ce type de résistance. C'est comme la montagne qui ne bouge pas pour répondre au vent qui la contourne, mais qui reste là, immuable, obligeant l'air à changer de chemin. Lorsque nous choisissons de ne pas nourrir ces petites agressions, c'est comme si nous devenions invisibles pour elles. L'agresseur lance son coup et ne trouvant pas de cible,
ressent le poids de sa propre frustration. L'attaque invisible est dangereuse, non pas parce qu'elle a un pouvoir absolu, mais parce qu'elle nous invite à lui ouvrir la porte. Et c'est précisément cette porte que nous devons garder fermée, car la paix intérieure ne se négocie pas avec ceux qui ne cherchent que le plaisir de notre chute. Elle se préserve dans le silence, dans le discernement et dans la capacité de suivre sa propre route, même lorsque les courants tentent de nous attirer vers des eaux inconnues. Le silence qui déconcerte celui qui provoque. Il existe un type de réponse qui ne se trouve pas dans les mots, mais dans leur absence. Un silence qui n'est pas vide, mais plein de sang. Il porte le poids de la décision consciente, la maîtrise de ses propres impulsions et le refus d'entrer dans le jeu de celui qui souhaite nous déstabiliser. Quand l'autre attend des cris et trouve la sérénité, attend la confrontation et trouve le calme, c'est comme s'il était arraché au rôle qu'il s'était préparé. Marc Aurèle voyait dans ce silence un instrument de force, car ce qui n'est pas nourri s'affaiblit et meurt. Le vrai silence n'est pas une fuite, c'est une présence. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. C'est la pause entre une attaque et une réaction, où l'esprit gagne du temps pour respirer et le cœur trouve l'espace pour choisir. C'est comme si, un instant, nous pouvions sortir de la scène et l'observer d'en haut, voyant l'échiquier entier au lieu de la seule pièce qui s'est déplacée contre nous. Cette vision plus large nous permet de percevoir que de nombreuses provocations ne nous concernent pas, mais concernent le vide de celui qui les lance. Certains sont profondément dérangés par le silence car il est un miroir. Le provocateur s'y voit, sans le voile de la distraction. Il s'attendait à modeler nos expressions, à altérer notre ton de voix, à créer des fissures dans notre contrôle. Mais le silence ne renvoie que le son de ses propres pas, l'écho de ses propres mots. Et à ce moment, celui qui se sent exposé est celui qui a tenté de nous exposer. Rester silencieux ne signifie pas nier sa propre douleur ou ravaler ce qui est injuste. Cela signifie choisir le moment et la manière de répondre sans se laisser emporter par la marée de l'émotion. C'est comprendre que souvent, le bruit de notre défense ne fait que confirmer à l'autre qu'il a réussi à nous atteindre. Le silence, lui, déconstruit le récit, rompt le cycle et nous maintient au centre, ferme comme le rocher que la mer peut étreindre 1000 fois sans le déplacer d'un centimètre. Le silence, lorsqu'il naît de la maîtrise de soi, est plus éloquent que n'importe quel discours enflammé. Il dit « Je ne suis pas la scène de votre guerre, je ne danse pas au son de votre musique, je suis mon propre rythme. » Et dans ce rythme calme et inébranlable, nous trouvons non seulement la paix, mais une victoire qui n'a pas besoin d'être proclamée pour être ressentie. Le piège de l'orgueil blessé. Il y a des coups qui ne viennent pas pour nous détruire immédiatement, mais pour allumer en nous un incendie lent. L'orgueil blessé en est un et nous murmure que nous devons restaurer notre image maintenant, à cet instant, devant tout le monde. Il crie que nous ne pouvons pas laisser passer, que la réponse doit être immédiate, comme si chaque seconde de silence était une tâche sur notre honneur. C'est dans cette urgence que nous devenons prévisibles. C'est dans cette impulsion que nous livrons à l'autre la clé de notre comportement. L'orgueil, lorsqu'il est enflammé, est comme un verre rempli à ras-bord. Une légère touche suffit à le faire déborder. Et celui qui nous provoque le sait. C'est pourquoi il élabore des attaques qui semblent faites sur mesure pour provoquer ce débordement. Il veut voir la réaction. Il veut assister au moment où, pour défendre notre dignité, nous laissons échapper précisément ce que nous voulions le plus protéger, le calme, la lucidité, la clarté sur ce qui compte vraiment. Le piège de l'orgueil blessé est qu'il se déguise en courage. Il donne l'impression que nous ne faisons que défendre nos principes, alors que souvent, nous ne faisons qu'alimenter le jeu de celui qui nous pique. C'est comme si nous étions dans un champ de mines et qu'au lieu de traverser prudemment, nous choisissions de marcher sur chaque bombe, juste pour prouver que nous le pouvons. Il n'y a pas de victoire dans ce genre de défi, seulement de l'épuisement. Sénèque avertissait que la grandeur d'âme ne se mesure pas au nombre de combats menés, mais à la capacité de choisir ceux qui valent l'énergie que nous portons en nous. L'orgueil blessé veut que nous participions à toutes les batailles, même si elles sont petites, mesquines et dénuées de sang. La sagesse veut que nous gardions notre épée pour le moment où la lutte concernera quelque chose qui soutient véritablement notre intégrité. Lorsque nous résistons au piège de l'orgueil, nous créons un espace pour percevoir que souvent, la véritable dignité ne consiste pas à riposter, mais à maintenir la sérénité. C'est refuser de se transformer en reflet de l'agresseur. C'est ne pas permettre que l'urgence de prouver qui nous sommes efface, justement, qui,
nous sommes. Car à la fin, celui qui préserve son propre centre a déjà remporté la seule victoire qui compte, créer un espace intérieur avant d'agir. Entre l'instant où quelque chose se produit et le moment où nous répondons, il existe un espace, petit, silencieux, presque imperceptible. C'est dans cet intervalle que réside la liberté, car tant que nous réagissons de manière automatique, nous sommes otages de ce que nous ressentons. Mais lorsque nous habitons cet espace, nous devenons maîtres de nos choix. C'est comme se trouver devant une porte qui s'ouvre sur deux chemins. L'un mène à la réaction impulsive, l'autre à la réponse consciente. Le premier est rapide, mais presque toujours coûteux. Le second exige un souffle, mais préserve ce que nous avons de plus précieux. Épictète disait que ce n'est pas la situation elle-même qui nous déstabilise, mais le récit que nous en faisons. Et cet espace intérieur est précisément le lieu où nous pouvons réécrire ce récit. Là, ce qui semblait un affront peut se révéler n'être qu'une négligence. Ce qui semblait une attaque peut être interprété comme du bruit. Créer cette distance ne signifie pas nier l'émotion, mais l'embrasser suffisamment pour qu'elle n'ait pas besoin de crier. Parfois, un simple geste suffit pour ouvrir cette pause, respirer profondément, laisser l'air entrer comme si l'on invitait le monde à l'intérieur et l'expulser comme si l'on rendait ce que l'on ne veut pas porter. Bouger lentement, permettant au corps d'accompagner l'esprit dans la recherche de clarté. Regarder autour de soi, non pour fuir, mais pour se rappeler que le monde est plus grand que l'instant qui nous irrite. Ce sont de petites actions qui changent le cours d'une conversation, d'une décision, d'une journée entière. Cet espace est comme un refuge secret que nous portons partout où nous allons. Personne ne peut y entrer sans permission. Là, la voix des autres s'éloigne, l'écho de nos propres émotions s'adoucit et la pensée devient limpide. C'est là que nous comprenons que toute provocation ne mérite pas de réponse et que parfois notre plus grande force réside dans l'attente du bon moment pour agir ou simplement dans le choix de ne pas agir. Créer un espace intérieur avant d'agir, c'est comme construire un pont au-dessus d'une rivière tumultueuse. On peut traverser en toute sécurité et regarder les eaux passer sans être emporté par elles. Car, en fin de compte, la liberté ne consiste pas à contrôler le monde, mais à contrôler ce que le monde éveille en nous. Conclusion. Sénèque nous rappelait que la véritable victoire ne consiste pas à remporter chaque dispute, mais à traverser chacune d'elles avec l'esprit intact. Il est facile de croire que résister est synonyme de répondre, mais le stoïcisme nous enseigne que souvent, résister, c'est choisir le silence, c'est préserver son sang, c'est garder le gouvernail ferme, même quand la mer semble vouloir nous engloutir. Cette force n'est pas faite de rigidité, mais de flexibilité. C'est le bambou qui ploie sous le vent, mais ne rompt pas. C'est le rocher qui reste immobile, mais se laisse polir par les eaux au fil du temps. Cicéron disait que la dignité est comme une armure. Celui qui la porte vraiment n'a pas besoin de démontrer qu'il la possède, car aucun coup ne pénètre jusqu'au cœur de son être. Et c'est cette dignité, silencieuse et ferme, qui nous maintient debout à n'importe quelle attaque. Ce n'est pas de l'orgueil, ni de la vanité, c'est de la cohérence. Lorsque nos actions et nos valeurs marchent côte à côte, aucune provocation ne peut nous arracher à nous-mêmes. Garder le contrôle, ce n'est pas refuser le mouvement, mais choisir le bon mouvement. C'est savoir que chaque réaction coûte de l'énergie et que cette énergie ne doit être investie que dans ce qui en vaut vraiment la peine. C'est accepter que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées, car certaines ne font que nous éloigner de la destination que nous souhaitons atteindre. Le contrôle est en essence la liberté de décider quel poids porter et lequel laisser en chemin. Finalement, résister à la provocation, c'est comme tenir fermement le gouvernail dans la tempête, non pas parce que nous croyons qu'elle passera vite, mais parce que le cap importe plus que le chaos environnant. Celui qui cède au vent gagne peut-être en vitesse, mais il perd sa destination. Celui qui maintient le cap, même sous le fracas des vagues, arrive là où son cœur avait déjà décidé. Et peut-être que la question qui résonne est celle-ci. Si vous n'aviez rien à prouver à personne, comment répondriez-vous maintenant? Car dans le silence de cette réponse se trouve le portrait le plus fidèle de la force que vous portez.